Faire de sa passion sa profession n'est pas si courant. Renan, lui, a réussi. Sur les rives de la Rance, entre Dinard et Saint-Malo, il se prépare pour aller travailler. Avant, j'étais dans la Royale. J'ai fait 10 ans en tant que militaire dans la Marine nationale. Puis un beau jour, envie d'autre chose, j'ai choisi de faire un stage de plongeur professionnel à l'Institut national de plongée professionnelle à Marseille. Tu peux, avec ces diplômes-là, soit travailler dans les ports, enfin, tu as plusieurs options. Tu peux être caméraman sous-marin, faire de la plongée scientifique, archéologie aussi. Et j'ai opté pour la pêche en plongée. Et sa pêche est très ciblée. Renan ne capture que la coquille Saint-Jacques. Pour pratiquer cette pêche assez inhabituelle, il fait équipe avec un autre plongeur, détenteur d'une des rares licences délivrées en France. Seules 3 autorisations sont accordées pour la pêche en plongée. Ça glisse, au pays des merveilles. Je me méfie. Là maintenant, je travaille avec mon bras offert depuis à peu près 1 an et demi pour pêcher de la coquille en bouteille. Les premières plongées que je faisais, je ramenais au mieux 20 kg de coquille sur une bouteille, donc en gros sur 1 heure et quart. Bon, c'est très loin de ce qui est demandé. L'expérience, tu l'acquiers pas en 2 minutes. Faut que je retourne plus par là. Hein? Je retourne par où? Moi je pense qu'il faut que tu ailles plus vers la boule là-bas. Vers là-bas? Et même à revenir un petit peu à terre, t'en trouves là. Tu commences petit, comme tout le monde, et puis au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Actuellement, on tourne aux alentours de 100-110 kg sur 1 heure de plongée. Non loin de Perros-Guirec, dans les Côtes-d'Armor, d'autres plongeurs ont également choisi cette technique de pêche. Jean-François pratique cette méthode depuis une bonne douzaine d'années avec ses 2 fils. Cependant, ce ne sont pas les coquilles Saint-Jacques qu'il recherche, mais un autre coquillage encore plus prisé, l'ormeau. Dans cette pêche en plongée, on n'a pas besoin de matériel. À part, bien entendu, les blocs de plongée, on n'a pas besoin d'avoir d'engins en mer, type, entre guillemets, bien sûr, filet, casier, drague ou chalut. On n'a besoin que de nos mains, c'est de la cueillette. On ramasse ce qui est au fond, et c'est ce qui fait un petit peu, à mon point de vue, la noblesse du métier. Et puis, c'est ce qui fait aussi que peut-être, plus tard, on espère qu'il y aura de l'avenir. Nous avons une autorisation de pêche qui va de la pointe de l'Auquirec, dans le Finistère, jusqu'à l'île de Bréa. Donc c'est quand même très étendu. Il n'y a pas de l'ormeau partout, donc il a fallu au départ prospecter partout, chercher partout, plonger en tous les sens. Ce mode de pêche en plongée a longtemps été interdit en France. Du coup, seuls les contrebandiers en ont profité. Aujourd'hui, les tricheurs sont toujours traqués, mais ceux qui ont une autorisation officielle peuvent travailler. Ils sont sédentaires, ça reste dans un coin de roche. C'est un brouteur, c'est un gastéropode et qui broute essentiellement de l'algue. Avant de trouver l'ormeau, on cherche d'abord les zones de végétation. Quand on a trouvé la végétation, une algue rouge un peu particulière, on cherche un petit peu autour et on trouve les zones effectivement où l'ormeau se trouve. On le pêche essentiellement au crochet. Il faut éviter de les blesser également parce que si jamais vous blessez un ormeau, il meurt assez rapidement. Il est hémophile, donc il faut éviter de trop le chatouiller de trop près, si on peut dire. Je travaille avec mes 2 garçons, ils pêchent beaucoup plus que moi, tous les 2. C'est le sang de la jeunesse, et tous les 2, ils me dominent largement en ce qui concerne au moins la production. Alors aujourd'hui, je ne pêche pas, aujourd'hui je suis surveillant en surface. Chacun notre tour, nous assurons la sécurité sur place en fait, lorsque nous avons des plongeurs à l'eau, ça fait partie des règles administratives. Température extérieure 8 degrés, température de l'eau 10 degrés. À tour de rôle, Philippe et Renan vont passer plusieurs heures dans l'eau froide de la Rance. En plein mois de décembre, il ne faut pas lésiner sur la qualité de la tenue de travail. Un peu de temps pour te défendre, je suppose.
C'est bon. Bon, et ben c'est parti. Déjà hier c'était pas fameux, mais alors apparemment aujourd'hui c'est de la boue. La pêche en bouteille se pratique obligatoirement en binôme. Pendant que l'un cherche par 8 mètres de fond, l'autre doit surveiller la surface. Renan contrôle les bulles du plongeur. Le manque de visibilité dans ces eaux vaseuses ne permet pas toujours de repérer les différents obstacles. Il faut beaucoup d'expérience et d'endurance pour débusquer les coquilles cachées dans le sable ou dans les algues. Là, il est parti chercher les coquilles, il remplit le sac. Une fois que le sac est plein, il va laisser le sac au fond. À partir de ce moment-là, moi je vais aller sur lui amener un sac vide avec lequel il va repartir au fond. Le manège va durer 3 ou 4 fois à peu près par bouteille de plongée. Donc ça représente en gros au minimum 4 sacs. Et donc on peut partir sur une base de 100 kg à la bouteille. En fonction de ce qu'on trouve au fond, des petites ou des grosses coquilles, on peut tomber à 50, 60, 70 kg à la bouteille. Et ça c'est petit. Bon, ça arrive, on se trompe au fond, tu sais, des fois, on voit pas tout non plus. Donc ça, retour, c'est à dans 2-3 ans ça. Après la construction du barrage hydroélectrique de la Rance, il y a 40 ans, beaucoup ont craint un bouleversement de l'écosystème de la rivière. Aujourd'hui, il semble que la coquille Saint-Jacques se plaise particulièrement bien dans ces eaux constamment brassées. Depuis 1995, Ifremer et le comité local des pêches accordent 3 licences pour la capture en plongée. On a la chance d'avoir la Rance où il y a un beau développement de coquilles Saint-Jacques. Donc on va avoir des coquilles Saint-Jacques plus grosses que celles qu'il y a sur les gisements extérieurs. L'avantage de faire de la pêche en plongée, c'est que tu peux sélectionner au fond. Quand on voit une petite, ben, tu la laisses. Hein. Ça ne sert à rien de la remonter, de toute façon on la remettra à l'eau. On s'aperçoit que 3 licences sur la Rance, on n'a rien cassé du tout, quoi. Hein, ça fait plus de 10 ans que c'est en place, ça n'a rien cassé au niveau de l'écosystème. L'une des missions d'Ifremer consiste à faire un suivi de l'exploitation des stocks. Avec l'aide des informations fournies par les professionnels de la pêche, l'Institut peut ensuite déterminer les modalités d'une exploitation durable des ressources. La première mise en place a été réalisée à Saint-Malo. Elle s'est basée sur une étude qui avait été réalisée quelques années auparavant pour estimer la biomasse dans la région de Saint-Malo, ce qui a permis de définir une quantité acceptable de capture et en fonction de la quantité nécessaire pour un armement pour que son exploitation soit économiquement rentable. Donc un nombre de licences ont été définies avec une attribution d'un quota par licence. Chaque bateau a le droit à 6 tonnes, donc ça fait 18 tonnes qui sont sorties de la Rance tous les ans. 6 tonnes, c'est pas extravagant, non. Pour donner un comparatif, un petit chalutier, un petit dragueur qui travaille sur la baie de Saint-Malo, là, avec 3 personnes à bord, ils font à peu près 600-700 kg par jour. Nous, on fait maximum 200 kg. Bien que ce style de pêche reste marginal, ces pêcheurs en bouteille vivent correctement de leur métier. On a conscience de faire quand même un métier un petit peu privilégié quand même, si on peut dire. Il n'y a pas beaucoup de pêcheurs normaux. Mais par rapport à la ressource, à l'état de la ressource aussi, ça ne permettrait pas d'avoir X bateaux qui pourraient faire ça longtemps. Donc il faut trouver un juste milieu. Les premières licences existent depuis 1995. J'ai eu la chance de pouvoir en avoir une dès le départ. Nous avons un tonnage à faire dans notre campagne de pêche.
La campagne de pêche va du 15 septembre au 15 juin. Si on a fini avant, eh ben, on a fini avant. Hein, on gère nous-mêmes notre quota. Pour s'assurer qu'un quota soit bien respecté et que l'on puisse le contrôler, on a une obligation de baguer chaque ormeau pêché, ce qui permet au débarquement de s'assurer qu'il n'y ait pas une production qui aille au-delà du quota attribué à chaque pêcheur. C'est une méthode simple et efficace pour s'assurer qu'un pêcheur ne pêche pas plus que son quota. Si on est un petit peu intelligent, on fait attention à pêcher également les plus gros. Parce que plus on pêche de gros, et plus on a de possibilités d'augmenter un peu ce quota de poids, si on peut dire, mais on reste toujours dans un nombre de bagues bien défini. Parce que l'ormeau se pêche à partir de 9 cm, réglementairement, région Bretagne, 9 cm. Et nous, on aime bien pêcher des 10, 11, voire 12 à 13 cm, parce que c'est ceux-là qui sont le plus demandés, notamment. Et ça nous permet de bien utiliser notre quota de bagues correctement par rapport au quota qui nous est attribué. Il n'est pas question de tricher, on ne remonte pas de crabe, on ne remonte pas de homard ou de poisson, c'est interdit bien sûr, hein. Surtout ça serait très mal vu, surtout pas de coquille Saint-Jacques, hein. Je dis un petit bonjour à mes copains de Paimpol bien sûr, mais pas de coquille Saint-Jacques parce que bien entendu c'est un produit ciblé et là on a le droit de pêcher que de l'ormeau au plongée, c'est tout. Pour préserver la ressource, la pêche est toujours sous haute surveillance. En période de campagne de la coquille Saint-Jacques, les patrouilles des affaires maritimes sont fréquentes dans la baie de Saint-Brieuc et aux alentours. Ces contrôles concernent surtout les bateaux qui pêchent à la drague. Contrôle des tailles de capture, des horaires de pêche, des engins de pêche et des licences attribuées sur chaque zone. Comme tout professionnel de la pêche, les plongeurs sont soumis au même contrôle. Mais ils ont une obligation supplémentaire. Ils doivent déclarer chaque sortie au sémaphore de proximité et leurs contrôles ont parfois lieu en mer, mais ils s'effectuent la plupart du temps lors des débarquements. On va voir, on va monter dessus, enfin vous allez monter dessus, d'accord, pour faire le contrôle. En termes de contrôle maritime, on a des contrôles fréquemment, je ne dis pas qu'on est contrôlé toutes les semaines. Mais on est contrôlé, je dirais, une fois par mois, globalement, et c'est toujours à l'improviste, hein, de toute façon. Et les affaires maritimes, ou les gendarmes maritimes aussi, on a été contrôlés de plus en plus d'ailleurs par les gendarmes maritimes en mer. C'est toujours à l'improviste, on les voit arriver le long du quai quand nous, on est déjà à quai, en train de débarquer. Et ils contrôlent principalement les tailles des ormeaux, c'est 9 cm, il ne faut pas avoir ormeaux en dessous de la taille, parce que là c'est une amende qui peut être sérieuse. Et bien entendu que tous les ormeaux sont bagués, hein. Ça c'est indispensable, on peut perdre la licence si nous sortons des ormeaux non bagués ou si éventuellement nous sortons un autre produit, ce qui est normal. Ça n'a pas été facile de rentrer dans le milieu des pêcheurs, qui est un milieu, je dirais, un milieu d'hommes, hein, très fort, des gens de caractère. Et puis, en tant que plongeur, c'est vrai, ça passait mal, on passait très mal. Mais à partir de là, où on a réussi à prouver qu'on travaillait proprement et puis qu'on arrivait à être sérieux, et ben je pense que c'est ce qui a fait le fait qu'il y a eu une certaine continuité et que les pêcheurs, tous les ans, nous ont remis nos licences en jeu. Voilà. Il y a beaucoup de dialogue entre les affaires maritimes et le comité local. Le comité local peut, par l'intermédiaire du comité régional, prendre des décisions qui ont force de loi, que nous, après, nous sommes chargés de faire appliquer. Donc l'intérêt, c'est qu'il y ait un échange constant entre l'administration et les représentants des professionnels pour qu'on travaille tous dans le même sens pour préserver la ressource et préserver le plus possible d'emplois dans ce milieu. Il est certain que le système de quotas tel qu'il est appliqué pour l'ormeau, on peut dire qu'il fonctionne bien puisque sur 2 sites qui sont la baie de Morlaix et
le secteur du quartier de Paimpol, on a des indices d'abondance qui sont stables depuis le début de l'exploitation, ce qui montre bien qu'on a réussi à mettre en place un système qui est très respectueux de la ressource et qui n'entraîne pas de surexploitation des stocks locaux. Donc on peut bien sûr imaginer qu'on l'appliquer à d'autres pêcheries. Je pense qu'il y a tout un travail à réaliser pour que les pêcheurs sur d'autres pêcheries prennent conscience de l'intérêt de gérer d'une telle manière leur activité. On peut penser bien sûr à d'autres espèces qui pourraient être gérées de la même façon. Ça pourrait être les crustacés ou certaines espèces de poissons. Si on peut commencer à faire d'autres produits, oui. Oui, c'est un métier qui peut s'étendre énormément et c'est un métier qui serait très porteur pour les jeunes. Très porteur pour les jeunes et qui ferait embaucher beaucoup de jeunes parce que c'est un métier de jeunes. On a un métier très proche de la nature, c'est ça qui est très intéressant. On a la chance de vivre dans une région qui est magnifique, les Côtes d'Armor, c'est magnifique, notamment toute la zone de Perros-Guirec, là, avec l'archipel des 7 îles et puis les triagos. Il y a des moments où on arrive à pêcher, à des moments où on va être avec les phoques, on va être avec les oiseaux, c'est vraiment très proche de la nature, c'est vraiment unique. Sur la Rance, suivant la demande en courant du barrage, les vannes s'ouvrent de façon plus ou moins grande. Le courant marin généré apporte alors son lot de surprises. Renan et Philippe doivent prendre en compte l'horaire des marées, mais aussi les horaires du barrage. C'est la merde. Je suis pas tombé sur le bon fond. Ça y arrive. Puis en plus, ils ont commencé à ouvrir les vannes au barrage. Résultat des courses, c'est du jus. Donc, je pense qu'on va changer de coin. C'est quand même un métier qui te permet d'être en extérieur en permanence. Le cadre est plus que sympa. Hein, donc c'est mieux que d'être enfermé dans un bureau derrière un ordinateur. Maintenant, faut bien dire une chose, c'est que le milieu de la mer est dangereux. Hein, faut savoir garder son humilité. Tu prends en compte tous les matins que c'est la mer qui commande. Tu peux pas remonter si haut tout à l'heure. Ah, tu peux pas remonter si haut. Ah non, non. Et puis à partir du moment où tu respectes les consignes de sécurité, il n'y a pas lieu que ce soit dangereux, non. Non, il n'y a pas lieu que ce soit dangereux. Rustique, fatigant, oui, parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Tu plonges à peu près 2 heures à 5 heures par jour. Bon, tu le fais pas les mains dans les poches, hein, c'est évident. Les accidents sont effectivement très rares pour ces plongeurs expérimentés. Cependant, le moindre petit tracas peut vite devenir un gros souci. Alors la prudence est la première des règles à respecter. Ouais, j'ai mis ça. J'ai crevé. Hein? J'ai crevé. Donc ici. Hein? La fermeture est claire. Ah bon. Je suis plateau. Ah oui, ça rentre à grand flot. Ça rentre à grand flot. Oh putain. Au bout d'une heure d'effort à une profondeur de 15 mètres, le plongeur doit remonter en respectant un palier de décompression. Après un temps de récupération à bord du bateau, il pourra redescendre pour suivre sa cueillette. Il faut être courageux, il faut être très courageux. Et quand on ouvre les fenêtres en hiver et qu'on voit les paquets de houle et puis le vent dans tous les sens, c'est vrai que ça n'engage pas à y aller. Il faut savoir qu'on travaille du lundi au samedi, la plupart du temps c'est en hiver, c'est tout le temps en hiver. Quand on fait 3 heures, 3-4 heures de plongée tous les jours, et ben à force c'est vrai que le corps ramasse quand même un petit peu. J'arrive à la cinquantaine et il faut reconnaître qu'à partir d'un certain âge, on est quand même beaucoup moins performant en ce qui concerne ce type de travail. Et je souhaiterais passer la relève à mes 2 garçons, ce qui va être fait prochainement. Mes 2 garçons vont pouvoir reprendre le flambeau, dont mon premier fils, Johan, qui c'est lui qui dirigera l'entreprise, avec son frère.
L'avenir de mes fils, je la vois tant qu'il y a de la ressource, bien entendu, parce qu'il y a de ça 5-6 ans, nous avons eu une grosse mortalité dans le secteur. Et c'est vrai que ça a été assez difficile à pêcher. Mais tant qu'il y aura de la ressource et tant qu'il y aura un sérieux dans le travail, je ne me fais pas de soucis. Dans le trou de... à l'ironote, hein. On descend sur l'ironote. C'est un peu le rôle d'un père et c'est mon souhait de transmettre maintenant l'entreprise à mes 2 garçons pour qu'ils continuent sur la même lancée avec autant de réussite, j'espère. Comme pour tout pêcheur, le retour à quai ne signifie pas la fin de la journée. Renan doit partir livrer la pêche chez le marailleur, pendant que Philippe va effectuer le gonflage des bouteilles pour le lendemain. Ça va, c'est correct, c'est une journée correcte. Pas miraculeux, mais c'est correct. Ce métier a sans doute de l'avenir, mais l'avenir de ceux qui l'exercent est obligatoirement limité. Car il faut une excellente condition physique pour oser ce genre de travail. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas comme il y a une cinquantaine d'années où tu rentrais à l'usine à 16 ans puis tu arrêtais à 66. Hein, notre génération, on va être obligé d'avoir plusieurs métiers, je pense, dans notre vie. Te dire que tu peux être plongeur toute ta vie, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Plonger tous les jours jusqu'à 60 ans, à mon avis, c'est infaisable. Donc oui, c'est quasi indispensable au jour d'aujourd'hui de te remettre en question, repartir sur des formations et aller de l'avant. J'ai à peine la trentaine. Encore une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ça ira. Puis après, il faudra, je pense, soit passer la main, soit partir sur quelque chose de plus tranquille. Hein, c'est une question de mentalité après. Hein.